Bonsoir mes amis investisseurs, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Vous avez bien profité le week-end? Aujourd'hui, on va parler des trois sujets super intéressants qui vont minimiser vos risques dans vos investissements. On va parler de la réserve d'urgence, réserve d'opportunité. Je vais rentrer sur des détails que j'ai jamais parlé sur des autres lives. Et aussi, je vais parler des biais comportementaux et des biais émotionnels qui empêchent d'avoir une rentabilité encore plus élevée avec vos investissements. Et quelques biais vont même en fait être néfastes pour vos investissements de long terme. Donc, les sujets d'aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. C'est pour valoriser les temps de tout le monde qui est là dans ces dimanches soirs, tout le monde qui est ici pour apprendre des choses. Bonsoir tout le monde, je vais voir qui est dans les chats. Je vais voir ici. Je vois que Pablo il est là, Mika aussi, Lise, Bill, Mamadou, Bernard, Dominique, Hervé, Benjamin. Bonsoir tout le monde. Xavier, Seb, Elliot, Arnaud, Popcorn. Bonsoir tout le monde. Allez, on va passer à la présentation. Aujourd'hui, on va traiter beaucoup de sujets. Petite présentation comme toujours, parce que toujours il y a de nouvelles personnes qui tombent sur la chaîne. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier. Et sur la chaîne Club des valeurs, investir à long terme, les sujets principaux, c'est les investissements de long terme sur la bourse, avec un biais toujours pour minimiser les risques et augmenter notre rentabilité. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. J'ai fait cet épisode-là, c'est le 6e épisode. J'ai fait les défis Dollar Master où je vais investir 10 000 dollars de ma propre poche pendant 14 jours. J'ai investi déjà environ 1600 dollars. Ça reste donc la majorité de l'argent encore, de mon temps à investir. Et donc, du 8 au 21 mars à 20h, je suis ici sur YouTube, une formation gratuite d'investissement. Donc, du 2e au 14e live épisode, les contenus restera disponible pendant 48 heures. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les 6e live, ça veut dire que les 2e, les 3e live, ils vont partir de YouTube. Donc, à partir du moment que ça compte déjà 48 heures, c'est pour ça que c'est un défi. C'est pour vous faire passer l'action et être connecté au moment de live. Ça marche? Mais si vous avez raté, par exemple, vous pouvez être abonné à une newsletter dans la master. Donc, comme j'avais dit, je vais investir 10 000 dollars de ma propre poche. Et donc, si vous avez raté un live ou si vous voulez recevoir l'analyse du marché américain, si vous voulez connaître l'analyse fondamentale d'action, qui c'est l'analyse des ratios financiers pour analyser les sociétés qui ont des bons fondamentaux pour être partenaires de ce type de sociétés, vous allez recevoir aussi cet e-book si vous êtes inscrit à newsletter dans la master. La liste aussi des sociétés et des actions choisies, vous allez avoir accès et la playlist des lives si vous avez raté peut-être un live. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Un lien newsletter dans la master et vous avez aussi les groupes WhatsApp et les groupes Telegram où je partage les liens des lives et des informations. Et quand j'ai fait l'achat d'une société, vous avez l'information privilégiée parce que vous recevez l'information au moment que j'ai fait l'achat. Ça marche? Donc aujourd'hui, les sujets, c'est regarde ça avant d'investir. Mais comme j'avais dit, on a 3 sujets à discuter aujourd'hui. 3 sujets, on a la réserve d'urgence, donc les matelas de sécurité, donc l'argent qu'on doit avoir forcément avant de commencer à investir. Les contrôles de vos émotions dans la bourse, donc on va parler des biais comportementaux et des biais émotionnels. Et on va parler des réserves d'opportunités avec des nouveaux sujets par rapport à ces sujets. Quelques détails de plus, des études par rapport à la réserve d'opportunités. Ça marche? Je vais voir qui est arrivé depuis qu'on a commencé. Je vois que Franck il est là aussi, Gustavo, Jessie, Philippe, Audrey, Lionel. Bonsoir tout le monde, mes amis. Allez, on va commencer par la réserve d'urgence. Et donc, l'objectif de la réserve d'urgence, ce n'est pas remporter de la rentabilité. D'abord, c'est quoi la réserve d'urgence? C'est un montant d'argent qu'on va avoir à côté des investissements. Pourquoi on va avoir cette réserve d'urgence? Pour ne pas aller piocher, pour ne pas toucher nos investissements avant la période d'investissement, avant la fin de l'horizon d'investissement. Et l'objectif principal est d'avoir un secours aux nécessités urgentes sans avoir besoin donc d'utiliser vos placements pour telle urgence. Donc imaginez que vous allez commencer à investir aujourd'hui et vous avez un problème avec votre voiture, vous avez un problème de santé dans la famille, donc vous allez être obligé de prendre l'argent qui est dans les investissements et peut-être vous allez prendre cet argent justement au mauvais moment, au moment des baisses de marché. On avait vu dans un live précédent, pour ceux qui ont raté, je recommande fortement de regarder les lives précédents, c'est quand il faut investir en bourse, où je parle de l'importance de l'horizon d'investissement. Plus longtemps, donc plus long les périodes d'investissement, la période d'investissement, plus vous avez la probabilité de rentabiliser encore plus vos investissements.
Donc ici, je donne juste un exemple. Imaginez quelqu'un qui a commencé à acheter les CAC 40, donc une partie des 40 plus grosses sociétés de la France, c'est l'ETF CAC 40. Donc on peut acheter, à la place d'acheter Renault, Peugeot ou une autre action, on peut acheter une petite partie des 40 plus grosses sociétés de la France. Ça, c'est possible dans la bourse avec un ETF. Okay, un tracker. Donc imaginez quelqu'un qui a commencé à acheter en mai 2021, en juillet il a acheté un peu plus, donc il a fait des achats réguliers, et au moment qu'il arrive en janvier et février 2022, il y a en fait une crise qui commence en Europe, donc une baisse du marché français. Imaginez que justement à ces moments, vous avez un besoin, une nécessité d'argent dans votre famille. Donc, vous n'avez pas de choix sinon toucher l'argent qui est dans vos investissements. Et donc, pour quelqu'un qui avait un portefeuille gagnant, vous avez un vert ici que les marchés les haussiers à long terme. Donc, peut-être vous allez avoir besoin de piocher, de toucher l'argent au pire moment possible, que c'est justement au moment des baisses de marché, quand il fallait en fait renforcer les portefeuilles, pas vendre les actifs. Donc, vous allez sortir en perte de marché et en plus, vous allez utiliser vos investissements pour une urgence. Donc, pour ça, dès ça, on apprend qu'on a besoin d'avoir la réserve d'urgence. C'est un besoin, c'est une nécessité d'avoir de l'argent à côté. Donc, sans la réserve d'urgence, vos investissements sont un risque parce que n'importe quelle urgence va toucher votre vie, vous allez besoin d'avoir cet argent et donc vous allez utiliser l'argent de l'investissement et donc c'est pas conseillé de faire ça. On doit avoir un montant d'argent à côté justement pour les urgences. Donc la réserve d'urgence sert à des choses très urgentes comme les maladies, les chômages, les accidents, réparation urgente de la maison et de la voiture, un décès d'un proche, autre urgence imprévue. La chose la plus sûre de la vie, c'est que les urgences vont arriver. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir la réserve d'urgence. Okay? Donc justement, c'est les urgences de la vie ou un argent qu'on a besoin de liquidité pour quelque chose qui arrive dans la journée. La réserve, elle sert aussi pour faciliter vos décisions les plus importantes, comme changer de travail. Imaginez que vous êtes fatigué de votre travail. Si vous avez quelques mois de salaire à côté, une réserve à côté, vous avez pleine liberté d'aller chercher un autre travail sans avoir besoin de rester dans le travail où vous êtes. Donc voilà, c'est un peu de liberté aussi. Vous pouvez prendre une période sabbatique, vous pouvez voyager ou rester 2, 3, 4 ou 5 mois sans travailler si vous voulez, si vous avez de la réserve à côté. Vous pouvez accepter une opportunité de travail dans un autre pays. Par exemple, si vous avez un peu de l'argent à côté, vous allez avoir un peu de l'argent pour recommencer la vie, etc. C'était justement mon cas quand je suis arrivé en France pour la deuxième fois. J'ai quitté mon travail au Brésil pour travailler en France. Et sans avoir une réserve à côté pour commencer la vie, pour payer les loyers, pour payer les cautions, pour payer toutes les choses que vous allez naturellement dépenser de l'argent quand vous faites un déménagement, c'est normal. Donc, si vous n'avez pas de la réserve d'urgence, ça va être difficile. Un voyage d'études, donc peut-être pour vous, pour vos enfants, pour un proche, et pour investir en soi-même, évidemment, payer une formation, pour acheter des livres, pour apprendre un nouveau métier, une nouvelle chose que vous voulez apprendre, une nouvelle technique. Donc, investir en soi-même, c'est très important, surtout si ça va aider à augmenter votre niveau de revenus. OK? Je vais partager dans les groupes WhatsApp et dans les Telegram, dans la description de la vidéo, vous avez les liens du groupe WhatsApp et du groupe Telegram. Je vais partager ces fichiers ici, où vous pouvez remplir vos revenus, vous pouvez remplir vos dépenses. Donc, c'est juste des chiffres au hasard ici, des exemples. Et donc, il va vous donner un calcul. Il va calculer votre recette totale moins vos dépenses totales, donc ce qui reste à chaque mois. Okay? Et donc, vous allez savoir plutôt combien vous pouvez épargner. Et il va calculer aussi combien vous avez besoin d'avoir en réserve d'urgence. Sur les pays sous-développés, par exemple au Brésil, les livres de gestion des patrimoines recommandent d'avoir une année des dépenses mensuelles à côté. On suppose dans cet exemple ici que vous voyez sur mon écran, les dépenses totales de la personne de l'exemple, c'est 1 680 €. Et elle gagne par mois 2 180 €. Okay? Donc, elle a des dépenses de 1 680. Donc, en France, sur les pays qui sont plus établis, on sait qu'il y a des aides du gouvernement, les choses sont un peu plus simples. Donc, les recommandations, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois des salaires, des dépenses à côté. Donc, si vous avez des dépenses de 1 680 €, donc vous allez multiplier par 3, ça c'est la quantité minimale, donc les montants minimum possible que vous allez avoir avant de commencer à investir. Donc, ça veut dire que pour une personne qui a 1 680 € de dépenses mensuelles, elle doit avoir au moins 5 040 € à côté avant de commencer à investir. Ça, c'est la recommandation générale. Pour rester un peu plus à l'aise,
vous pouvez utiliser même 6 fois. Donc 6 fois vos dépenses mensuelles. Moi, personnellement, comme j'ai des sources de revenus de la France, du Brésil, mais j'ai les dépenses sur les deux pays et j'ai payé les impôts aussi en France et au Brésil, j'ai fait ces calculs pour 12 mois. Parce qu'une partie de mon argent, c'est un réal brésilien, une devise qui perd sa valeur. L'autre côté, l'euro qui est maintenant en train de perdre la valeur aussi à cause du conflit. Donc, j'utilise une année. Parce que moi, sur mes investissements, je suis un peu plus agressif, du sens que je risque un peu plus. Donc, je préfère augmenter ma réserve. Donc, j'ai une année de dépenses à côté. Si je vais arrêter de travailler pendant une année, je peux le faire. Et je recommande jamais investir dans la bourse avant d'avoir 3 fois vos dépenses mensuelles à côté. Évidemment que si vous êtes jeune, vous habitez avec vos parents, ça c'est juste une recommandation. Évidemment que si vous avez un niveau de revenus super élevé, c'est une recommandation aussi. Mais surtout pour les débutants, pour les personnes qui ont un niveau de dépenses dans la moyenne, je recommande 3 fois minimum vos dépenses mensuelles pour commencer à investir. Ça va vous servir pour vos urgences, comme j'ai expliqué, pour ne pas toucher les investissements quand vous allez commencer à investir sur les longs termes. OK? Bon, et où placer sa réserve d'urgence? Donc, faites bien attention ici. Souvent, je reçois des questions du type « Est-ce que je peux placer la réserve d'urgence sur les staking crypto? Est-ce que je peux mettre la moitié sur les obligations ?» Non. Par définition, la réserve d'urgence, c'est pour les urgences. Un dimanche soir, si vous avez besoin de cet argent, vous devez l'avoir. Donc, dans un placement très liquide, c'est quoi la liquidité dans la bourse, dans les investissements? La liquidité est la capacité de transformer un actif en autre. Ça veut dire transformer une action en argent, transformer un argent en action, transformer un bien immobilier en argent. Donc, on veut que l'argent soit liquide, soit le plus facile possible de les toucher. Donc, votre argent doit être disponible le plus rapidement possible. Donc, par exemple, dans un livret A, dans un compte courant, simplement, dans votre compte bancaire, dans un livret LEP ou LDD, comme ça, vous pouvez laisser la moitié dans un LDD et la moitié dans un compte courant, par exemple. Mais vous devez avoir une bonne partie de la réserve d'urgence d'une manière très facile à toucher. Les comptes bancaires, des résultats, des retraits faciles aussi. Si vous optez par exemple pour une option, si vous voulez une option de 6 mois de réserve à côté, vous pouvez placer 3 mois par exemple dans un livret LEP, LDD et 3 mois dans les comptes courants. Mais je considère, comme toutes les recommandations de tous les livres de patrimoine, la réserve d'urgence, c'est pour les urgences. C'est l'argent qui vraiment va dormir. Il n'est pas fait pour rentabiliser. Si vous êtes préoccupé juste qu'il y ait 3 mois de votre patrimoine en train de dormir, désolé, mais vous êtes préoccupé pour une chose qui n'est pas importante parce que vous devez penser beaucoup plus à la partie d'investissement, les montants grains qui est investi. Okay? Donc là, c'est vraiment pour les urgences de la vie, c'est la recommandation. Il doit être le plus liquide possible. Okay? Bon, maintenant on passe au bien mental et émotionnel. Je vais voir vos commentaires ici. Je vais savoir ici combien de mois de réserve d'urgence vous avez pour ceux qui investissent à long terme. Je sais qu'ici, il y a beaucoup d'insiders qui font partie de ma formation de long terme. Ils connaissent bien mes recommandations déjà. Je vais savoir pour tout le monde qui est ici combien de mois de réserve vous avez à côté. Stéphane, avec l'inflation, on peut monter sa réserve. Je suis d'accord. Donc, pour ceux qui ont 3 mois, ils peuvent aller à 5 mois. Pour ceux qui sont 6 mois, ils peuvent aller à 8 mois. Et il faut que la quantité de la réserve soit un montant que vous êtes à l'aise avec aussi. Okay? Donc, mais minimum 3 mois, à mon avis. Okay? On peut l'avoir en cash aussi, en argent, en espèces, oui. On peut, sans problème. L'objectif, c'est d'avoir ça en liquide. Antonio, j'ai 3 mois. Franck, 6 mois, très bien. Pumpcore, 4 mois. Fifi, 3 mois. Mika, 30%. Benjamin, 5-6 mois. Mika, je pense que tu parles de la réserve d'opportunité, non? L'argent qui reste à côté pour acheter encore plus d'actifs. Normalement, la réserve d'urgence, on va mesurer un mois. Combien de mois de dépenses personnelles? Parce que chacun va avoir un niveau de dépenses différent. Porsche, 7 mois, 5 à 6 mois, entre 12 et 24 mois pour Lise, très bien. Conservatrice dans ses points de vue. Cyril, 8 mois. Un cours d'utilisation, parfait. Sophie, 6 mois. Et un conseil pour ceux qui sont ici, ne possèdent pas la réserve d'urgence, vous pouvez commencer à investir et en même temps à former la réserve d'urgence. Mais je recommande de faire moitié-moitié, 50% sur chaque, jusqu'à établir la réserve d'urgence. Ça, si vous êtes très pressé pour commencer à investir. Mais sinon, je recommande fortement d'établir la réserve d'urgence d'abord. OK?
On va passer sur un sujet super intéressant maintenant qui va vous aider à faire un meilleur management de votre portefeuille. Ce sont les biais mentaux et les biais émotionnels. Donc, l'émotion mal maîtrisée peut être néfaste en bourse. Une fois que vous avez... On suppose par exemple mon cas, je suis analyste financier, je suis en train de regarder les marchés tous les temps, en train d'analyser des portefeuilles, j'ai déjà lu plus de 40 livres d'investissement, plus la partie obligatoire pour devenir analyste, c'est un sujet que j'aime bien, j'ai lu tous les temps, etc. Qu'est-ce qui, en fait, je peux améliorer du point de vue comme investisseur? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mes stratégies? C'est toujours la partie émotionnelle. Parce que la partie émotionnelle joue un rôle très important. Par exemple, accepter la perte. Quand je dois vendre une action, même si j'aime bien la société, mais la société ne va pas bien, accepter de vendre la société, changer de société dans les portefeuilles. Donc tout ça, c'est une partie émotionnelle de la bourse et est super important. Bon, aversion au risque. Règle basique. Vous devez dormir tranquille avec vos investissements de votre portefeuille. Donc, la stratégie que vous allez établir doit être une stratégie qui, peu importe ce qui se passe dans les marchés, vous allez être tranquille et à l'aise avec cette stratégie. C'est pour ça qu'une stratégie small cap, une stratégie plus agressive, elle n'est pas recommandée pour tout le monde. Et surtout, si vous êtes âgé, vous avez plus de 60 ans, vous n'allez pas avoir une stratégie très risquée si votre patrimoine est limité, entre guillemets. Comme ça, vous avez des risques un peu plus élevés par rapport à votre âge et ce n'est pas l'objectif. Donc peut-être une stratégie à dividende ou à des grandes capitalisations, ça tombe mieux. Donc c'est à vous de décider quelle est la stratégie qui tombe mieux. Mais faites attention, n'attendez pas de gagner dans la vie sans prendre des risques. Il faut prendre des risques mesurés. Je vais répéter ça. N'attendez pas à gagner dans la vie sans prendre des risques. Il y a un livre que je vous recommande. Je ne sais pas s'il est en français, peut-être. Je l'ai trouvé en anglais. Il s'appelle les axiomes des Zurich. Donc, en fait, c'est les lois, comme les règles des Zurich, que les banquiers utilisaient pour apprendre ses enfants à comment prendre des risques dans la vie. C'est un livre super intéressant. Sur Amazon, vous allez trouver. Et il parle justement de ces prises de risques. Dans la vie, si vous voulez gagner un salaire plus élevé, vous devez risquer, vous devez étudier, vous devez dépenser un peu plus d'argent pour vous former dehors de boulot, pour aller chercher un autre boulot, quitter les boulots actuels. Si vous voulez avoir une société, vous devez quitter votre boulot CDI pour prendre des risques sans savoir si vous allez gagner de l'argent. Dans la bourse, vous allez prendre des risques parce que votre argent peut dormir dans les livrets A, mais vous voulez investir, donc vous allez prendre des risques. Il ne faut pas changer l'ordre des choses. Vous ne pouvez pas gagner beaucoup si vous n'allez pas prendre des risques. C'est au contraire. D'abord, on prend les risques et ensuite on gagne. Il y a des choses qui veulent changer. Il y a des gens qui veulent changer ça dans la vie. Il y a des gens qui disent ouais, mais oui, il a payé 10 000 euros dans une formation, mais j'ai pas d'argent pour faire ça. Il y a des gens qui vont vendre la voiture. Il y a des gens qui vont faire des emprunts pour investir en soi-même et pour gagner chaque fois plus des revenus, pour après gagner plus d'argent et investir plus. Donc, vous avez bien compris. Les risques et les gains, ils sont liés dans la bourse et dans la vie. Plus vous allez risquer, plus vous allez avoir un potentiel de gains. Mais évidemment, plus vous allez risquer, il y a aussi un potentiel de perte. C'est pour ça que les risques doivent être mesurés quand même. Ça marche? Bon, qu'est-ce que c'est l'aversion aux pertes? Et ça, c'est très important dans la bourse. Il y a un conseil général, ok, que la majorité d'investisseurs ne suivent pas, ok, ne pas couper très tôt les gains et n'acceptez pas une perte de plus de 20% sans agir. Donc, je vais lire à nouveau. Ne coupez pas très tôt les gains et n'acceptez pas une perte de plus de 20% sans agir. Dans cette tableur, en rouge, vous avez des lignes avec moins 10, moins 20, moins 35, moins 50, moins 65. Ceux qui font partie de la formation connaissent déjà cette tableur, ou ceux qui ont vu des lives qui ça fait longtemps, quelques mois, j'ai déjà montré cette tableur-là. Ils montrent la baisse de la bourse et combien de pourcents on doit gagner pour récupérer cette perte. Imaginez que vous avez 100 euros dans une action et elle va perdre 50%. Donc, elle tombe à 50 euros. Combien de pourcents vous devez gagner maintenant pour récupérer la perte? Donc, l'action qui est tombée de 100 à 50, combien elle doit monter un pourcentage pour aller à 100% nouveau? Vous devez gagner 100%. Elle doit doubler de taille. Dites-moi maintenant, quelle est la probabilité d'une société qui baisse 50% de la bourse d'avoir un gain de 100% bientôt? Et je ne parle pas pendant la crise, ok? Pendant la crise, c'est normal, toutes les sociétés vont baisser. Je parle les marchés, les haussiers, tout va bien
Et quelle est la probabilité d'une société qui perd 40-50% de récupérer rapidement cet argent? Si le marché a considéré que la société a baissé de 50%, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vendeurs de l'action et donc ça veut dire que normalement, ça se passe quelque chose de pas bien avec la société. Et pourquoi avec moins 20%, on doit agir? Agir, c'est quoi? Soit on va renforcer la société pour diminuer notre prix moyen, soit on va accepter la perte. Pourquoi? Vous voyez la deuxième ligne ici? Un rouge, il est à moins 20%. Pour récupérer une perte de 20%, on doit gagner 25%. Donc, imaginez une action à 100 euros, elle tombe à 80. Donc, des 80 euros pour monter à 100 euros à nouveau, on doit gagner 25%. Et dans la même ligne, vous allez trouver une année, 2 années, 3 années, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Vous avez la probabilité de récupération. Okay? Et ces données sont tirées à partir de l'indice SP500 des États-Unis pendant 40 ans. Donc, une société, par exemple, qui perd 20%, elle doit récupérer 25%. Quelle est la probabilité qu'elle récupère ça dans une année? Cette probabilité, sur la deuxième ligne, vous allez voir, c'est simplement de 25%. Ça veut dire que vous avez 75% de probabilité de ne pas récupérer dans la première année. À la deuxième année, vous avez 48,7. Ça veut dire la moitié des chances de récupérer, moitié des chances de ne récupérer pas. Au-delà des 3 ans, vous commencez à avoir une probabilité plus élevée de récupérer. Ça veut dire que faire moins 20% ou plus peut être très néfaste pour votre portefeuille. C'est pour ça qu'on doit diminuer les prix moyens ou accepter la perte. Simplement vendre l'action et placer sur notre action qu'on pense que sera gagnante. Regardez maintenant la ligne des moins 50%, la 20 dernière ligne. Si on fait moins 50%, on doit faire 100% de hausse pour récupérer la perte. La probabilité de récupérer ça dans une année, c'est 0 selon l'étude de 40 ans sur le marché américain. C'est 0% la probabilité de récupérer après 2 ans. C'est 7,9% la probabilité de récupérer pendant 3 ans. 4 ans après, la probabilité, c'est de 13%. Imaginez, si vous vendez cette action, vous acceptez la perte et vous placez sur une bonne action, sûrement vous allez recevoir une rentabilité plus élevée que simplement atteindre la récupération de cette société qui est déjà en perte. L'argent n'a pas d'étiquette. J'ai déjà dit ça. Vous devez gagner de l'argent avec une action, mais ne pas être passionné. Si une action perd dans la bourse, ce n'est pas votre faute. Vous avez d'abord, si vous avez fait les bons devoirs, de regarder les données financières, de regarder les données financières, de regarder les managements, de savoir ce que la société elle fait, mais vous n'êtes pas les PDG de la société, vous n'êtes pas les employés de la société. Donc, on va choisir un portefeuille où la majorité des sociétés va être gagnante. Les sociétés qui sont en perte, on va décider ce qu'on va faire si elles arrivent à moins 20%. Normalement, quand je vais étudier les portefeuilles des investisseurs et je tombe dans des portefeuilles des particuliers, souvent, je trouve des actions à moins 40, moins 50, moins 60. Malheureusement, ça va dépenser des années pour récupérer. Très difficilement, ça va se récupérer. Et les meilleures affaires, c'était déjà à moins 20, moins 25% maximum de renforcer la société, si elle ne pèse pas beaucoup dans les portefeuilles, ou sinon accepter la perte et commencer à acheter une autre action pour récupérer cet argent. Ça veut dire que c'est plus facile de récupérer avec une autre action que l'action qui est déjà en perte élevée. Ça marche? Est-ce que vous avez bien compris? Je vais regarder les chats maintenant. Tony, en fait, comme il a fait cette étude pour l'SP500 et des sociétés de l'SP500, ça c'est valable pour les ETF aussi. Mais c'est plus facile de faire le management d'un ETF parce qu'en fait, s'il baisse, on va juste renforcer. On ne va pas vendre un ETF. Un ETF comme l'SP500, un ETF comme les stocks 50, les stocks 600 sont des ETF généralistes avec beaucoup de sociétés. Donc, on ne va pas faire l'analyse fondamentale d'action pour voir si vaut la peine de renforcer ou pas. On va simplement renforcer parce qu'on croit qu'à long terme, le marché est haussier. Donc, pour les actions à moins 20%, on va décider ce qu'on fait. Pour les ETF, il n'y a même pas quoi penser. On va renforcer, ce sont des ETF généralistes. Mais ce sont des ETF sectoriels, donc il faut faire attention. Je ne sais pas, un ETF sur l'intelligence artificielle, un ETF sur les voitures. Donc il faut analyser les secteurs dans ces cas. Mais les ETF généralistes, si vous avez un prix moyen, si vous avez que les cours
est descendu, est baissé des 20%, 25%, il faut renforcer, sans doute. OK? Donc voilà. Une des choses les plus importantes que vous pouvez imaginer dans le management des portefeuilles, je vous montre maintenant. Malheureusement, je sais que même parmi vous, ceux qui sont intéressés à apprendre ici, ne vont pas faire attention à ça. S'il faut retenir quelque chose aujourd'hui, s'il faut retenir une seule chose, c'est cette tableur-là. Une fois que vous êtes en perte avec nos sociétés, vous allez jouer avec l'ego. L'ego qui dit non, je ne vais pas vendre parce que je sais que ça va récupérer. Non, je ne vais pas accepter la perte. La majorité des fois, vous faites des bêtises quand vous acceptez pas la perte. Je vais dire même dans la formation Paper l'Insider, la formation personnalisée. Je sais qu'il y a des insiders qui sont ici en train de regarder ces lives publics sur YouTube aussi. Ils savent très bien qu'on a un portefeuille small cap dans la formation. On a commencé en octobre passé. Et notre objectif, c'est de battre les marchés, rentabiliser plus que les CAC mid-small, qui c'est l'indice des petites et moyennes sociétés françaises. On a déjà eu des sociétés qui ont baissé de 15-20%. Et à chaque fois qu'on arrivait à ces points, j'ai décidé, soit j'allais renforcer, soit j'allais accepter la perte. J'ai accepté la perte 3 fois déjà, ok? Et c'est 4 fois. Et ces 4 fois que j'ai accepté la perte, les sociétés que j'ai vendues pour renforcer des autres sociétés, j'ai commencé à gagner avec les nouvelles sociétés. Et les sociétés que j'ai décidé de vendre ont continué à baisser. Donc c'est pour ça l'importance de décider à moins 20%. Parce qu'une fois que vous arrivez à moins 30%, vous avez besoin de renforcer beaucoup pour diminuer les prix moyens, pour essayer d'être gagnant. Et avec une stratégie de contrôle des pertes et laisser les gagnantes partir, ne pas vendre très tôt les gagnantes, on arrive à battre les marchés largement. Donc sur 6 mois, on fait déjà 5% de plus que les marchés. Même si les marchés sont en baisse totale, des moins 12, moins 10, notre portefeuille il a baissé beaucoup moins pendant la baisse. Et pendant la période de hausse, on a eu une hausse plus élevée. Donc cette astuce pour le management des portefeuilles, c'est quelque chose que vous devez garder dans la tête. Être ombre, être quelqu'un de ne pas attaché ni passionné par rapport aux investissements. Parce que là, on va jouer avec notre patrimoine. Donc, notre boulot est de ne pas être passionné par une action. Okay? Donc, à moins 20%, vous allez analyser à nouveau si la société possède des bons fondamentaux, le management va bien, pourquoi elle a baissé de 20%. Et vous allez décider, soit vous allez acheter un peu plus de cette société, soit vous allez décider de vendre complètement la société dans les portefeuilles. Il y a une étude de 98 des OD1 qui montre que pour un échantillon des portefeuilles étudiés, les titres vendus, les titres vendus gagnants ont surperformé les marchés en moyenne de 2,3% l'année suivante, alors que les titres conservés, perdants, ont sous-performé les marchés de 1,06%. Là, ça montre que les investisseurs ont la tendance de vendre très tôt les actifs gagnants, et ils vont garder dans les portefeuilles les actifs en perte en pensant toujours que l'actif va se récupérer. Ça, c'est un biais humain, naturel à chaque être humain, de ne pas accepter la perte, d'avoir une aversion aux pertes. Et dans la bourse, cette caractéristique naturelle de l'être humain, elle est néfaste à la rentabilité. On doit accepter dans la bourse les pertes plus facilement que dans la vie réelle sur des autres sujets. Et c'est pour ça que c'est difficile pour la majorité des gens de garder un bon management des portefeuilles. L'investisseur a autant plus de difficultés à mettre fin à un placement perdant qu'il a beaucoup investi. Parce qu'il a investi du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc, c'est les sophismes de la dépense engagée. Donc, dans la théorie financière, ça s'appelle les sophismes de la théorie de la dépense engagée. Donc, ce que je vous explique ici, j'ai résumé avec ces tableurs-là, avec l'astuce de management des portefeuilles. Bon, ensuite, on passe sur un autre biais. Donc, avant, on a vu les biais d'aversion aux pertes. Maintenant, c'est les biais de la confirmation. Ces biais poussent l'individu à rechercher des informations qui les confortent dans la vision positive de lui-même. Tout le monde ici fait partie dans un groupe Facebook, par exemple, d'investissement. Tous les jours, il y a des centaines de personnes qui arrivent là-bas et demandent « Qu'est-ce que vous pensez de telle société ?» Mais cette personne, la réponse qu'elle veut, c'est « Je pense que cette société elle est super bonne. Achetez-les maintenant. Il faut l'acheter maintenant. » C'est ça que la personne qui pose cette question, elle veut entendre. À chaque fois que vous demandez à quelqu'un d'autre à quoi faire avec votre argent, vous essayez de confirmer la tendance que vous avez déjà. Soit une tendance pessimiste, soit une tendance optimiste.
OK? Donc cet investisseur, il a la tendance de chercher dans sa mémoire des transactions boursières gagnantes qui confirment ses capacités. Il va dire non, je vais faire comme ça parce que l'autre fois, j'ai fait de la même manière et j'ai gagné. Sauf que ce type d'investisseur, quand il fait des moins-values, il va oublier ses moins-values. Et ça, c'est un biais humain naturel. C'est pas que la personne, elle veut faire ça. Non, c'est naturel de l'être humain. Effacer les mauvaises mémoires et garder que les bonnes mémoires. Et donc, on a dans la nature de l'être humain, on va chercher sur Internet, on va demander à des collègues qu'est-ce qu'ils pensent de cette société, juste pour confirmer notre opinion. Et donc, comment on peut se protéger du biais de la confirmation? Être plus strict dans vos critères et dans votre stratégie. Est-ce que la société que vous investissez pourquoi? Parce que simplement elle a baissé ou vous étiez intéressé déjà avant la baisse? Est-ce que ce secteur vous intéresse vraiment ou vous êtes en train de spéculer? Si vous investissez sur des small caps, pourquoi vous êtes en train de spéculer sur une grande société? Donc, essayez d'établir quelques questions avant d'investir. Vous posez des questions avant d'investir. Une chose que je vous recommande à tout le monde, c'est quand vous allez acheter une action, vous allez écrire les raisons de l'achat. J'achète cette société parce que je pense que la croissance sera, je pense que les marchés estime que la société vaut, etc. Vous allez écrire, parce qu'à un moment que la société va baisser de 15 ou 20%, vous allez relire ça et vous allez comparer la situation actuelle avec la situation précédente pour voir vraiment si elle a perdu les fondamentaux ou pas. OK? Donc, les biais d'autoconfirmation, parmi les analystes financiers, on appelle les génies de la hausse. Sur les groupes Facebook, on trouve assez souvent. L'effet d'obtenir très tôt des résultats positifs donne une plus grande illusion de contrôle. Après la crise de Covid de 2020, les marchés sont partis en hausse. Si vous avez un portefeuille bien diversifié, vous êtes gagnant. Vous n'êtes pas obligé d'être les génies de la bourse. Il suffit d'acheter quelques sociétés solides pour être gagnant. Entre 2010 et 2019, peu importe la société dans les marchés américains que vous allez acheter, dans un portefeuille diversifié, vous allez être gagnant à l'époque aussi. Donc, ça, c'est les biais d'autoconfirmation. La personne, elle pense que toutes les sociétés qu'elle va choisir seront gagnantes et elle est le meilleur investisseur qui existe dans les marchés. Mais n'oubliez pas que votre portefeuille, vous devez comparer avec la moyenne de l'indice de référence. Et aussi, vous devez analyser votre portefeuille pendant la baisse. Si vous n'avez pas encore passé par une période de baisse, maintenant tout le monde ici est en train de passer déjà, sur les derniers jours on a la baisse, vous n'allez pas avoir vraiment une notion d'investissement. Donc l'effet d'obtenir très tôt des résultats positifs, c'est négatif pour l'investisseur de long terme. Donc je suis content, franchement, de tout le monde qui a commencé à investir pendant les Covid, je suis content qu'il passe par une baisse maintenant. Comme ça, pour les années à venir, ça va être beaucoup plus facile de devenir un investisseur plus expérimenté et savoir quoi faire pendant les crises. Okay? Donc ça, c'est les biais d'autoconfirmation et ça arrive dans tout dans la vie. Si vous commencez dans un nouveau domaine d'activité et tout se passe bien très tôt, vous n'allez pas faire d'efforts comme celui qui a passé par une mauvaise situation. Vous connaissez très bien les principes, il est applicable pas seulement dans la bourse, mais dans la vie. Maintenant, on va passer sur la réserve d'opportunité. OK? Est-ce qu'il faut avoir de l'argent à côté pour acheter un peu plus? Est-ce qu'il ne faut pas? Pourquoi Warren Buffett il est pour la réserve d'opportunité? Pourquoi Peter Lynch il est contre la réserve d'opportunité? On verra ça. OK? Donc, allez, on y va. La réserve d'opportunité, donc l'origine. La réserve d'opportunité sert à acheter encore plus d'actifs quand ils sont moins chers. Donc, baisse de marché. Donc, imaginez que le marché est en baisse. On va faire un parallèle avec le monde de l'immobilier. Si vous investissez dans l'immobilier, et l'immobilier, par exemple, il y a une crise dans les marchés il est en baisse, le marché immobilier. Si vous avez de l'argent à côté, vous allez commencer à acheter des appartements moins chers. Mais pourquoi dans la bourse, les gens ont peur d'acheter quand c'est moins cher? Ça n'a pas de sens en fait. Les gens ont peur parce qu'ils regardent les prix sur un écran. S'il n'y avait pas des prix sur l'écran, les gens allaient acheter plus des sociétés. Par exemple, Louis Vuitton, Air Liquide, Microsoft. Imaginez qu'on ne peut pas regarder les prix tout le temps sur un écran. Évidemment que tout le monde veut acheter Google, Microsoft, Louis Vuitton moins cher. Mais pourquoi, quand ces moments arrivent dans la vie, dans la vraie vie, les gens ont peur? Vous êtes d'accord avec moi que c'est même un peu con ça? Dans l'immobilier, si quelque chose est moins cher, on va acheter plus. Dans la bourse, si quelque chose est moins cher, on a peur.
Bon, ça veut dire que soit vous risquez plus que vous êtes prêt à risquer, soit vous n'avez pas bien compris les concepts d'investir à long terme. Donc, les opportunités sont pendant les baisses. Ce sont pendant les baisses qu'on va renforcer nos actifs et on va protéger, on va vendre les actifs qui vont être impactés, si c'est le cas, mais on va surtout renforcer les bons actifs qu'on a dans les portefeuilles. Quelle est l'origine de la réserve d'opportunité? Ça vient d'un portefeuille qui s'appelle portefeuille papillon dans les marchés américains. Les Américains, pendant longtemps, même les professeurs de Warren Buffett, Benjamin Graham, ils préconisaient un portefeuille papillon. C'est quoi un portefeuille papillon? On va avoir 60% actions, 40% obligations. Les obligations sont un type d'investissement à taux fixe presque. Okay? Donc, on va gagner 3% par an, 4% par an, 5% par an fixe. Et les actions vont bouger, évidemment. Qu'est-ce que l'investisseur de portefeuille papillon il fait? Les actions vont monter beaucoup. Donc, à la fin de l'année, ils vont vendre les actions pour revenir à 60%. Ils vont acheter avec ces montants d'argent qu'ils ont vendus et vont acheter des obligations pour rééquilibrer. Donc, ils vont garder la plus-value, vont garder les gains. Si dans une situation de crise, les actions baissent de 60% à 30%, ils vont utiliser les obligations pour acheter des actions au bon moment, au moment que les actions sont baissées. Okay? Elles ont baissé, donc on va renforcer. Donc vient du portefeuille papillon les principes des réserves d'opportunité. Avoir un peu de l'argent à côté pour rentabiliser les portefeuilles d'actions. S'il y a la baisse de marché, on renforce avec les obligations. Si le marché est très haut, je vais vendre les actions pour renforcer les obligations. Comme ça, on a une bonne approche des rentabilités risques. Les problèmes, c'est que depuis les années 2000, les obligations ne rapportent plus rien comparé à l'inflation. Donc les obligations sont maintenant à 2%, 3%, et même l'inflation, l'augmentation naturelle des prix, c'est à 2 ou 3%. Donc, dans les portefeuilles papillons, l'objectif c'était de rentabiliser des deux côtés. Même la partie la plus conservatrice, on allait gagner avec. Maintenant, avec la partie la plus conservatrice, on gagne presque rien. Donc, d'où vient la réserve d'opportunité? Dans les livres des finances plus actuels qui recommandent la réserve d'opportunité, c'est simplement avoir du cash à côté. Okay? Si vous avez, attention, faites attention à ce que je vais dire maintenant, gardez ça en tête. Pour un portefeuille jusqu'à 40, 50 000 euros, la réserve d'opportunité, ça peut être simplement l'argent à côté, dans un compte bancaire, dans les comptes de courtier. Si vous avez un patrimoine qui dépasse ça dans la bourse, vous pouvez investir la moitié de la réserve d'opportunité dans des obligations, comme dans les portefeuilles papillons, et l'autre moitié en liquide. Et pourquoi la stratégie a changé un peu? Comme les obligations ne rapportent plus rien, pourquoi je vais laisser dans les obligations pour payer des frais, pour payer d'imposition si je vais les vendre, si je peux simplement laisser l'argent tranquille à côté, okay, pour investir directement sur des actions. Donc, les principes viennent de ça. Okay? La recommandation, c'est d'avoir la réserve d'argent, la réserve d'opportunité entre 10 et 30%. J'aime bien laisser sur les 20%, moi, personnellement. Donc, si la bourse elle est très haute, si le marché n'arrête jamais de monter, les marchés vous jugez que c'est cher, vous pouvez laisser 30% de réserve. Et quand le marché est en baisse et vous voulez acheter chaque fois plus d'actions, vous pouvez diminuer la réserve à 10% pour acheter plus d'actifs. Okay? Donc, la réserve, c'est de l'argent qui dort dans votre compte bancaire ou dans les courtiers. Si vous avez un patrimoine élevé, la réserve est distribuée 50% obligations, 50% en argent. Si votre patrimoine est moins de 40 ou 50 000 euros, vous pouvez laisser tout ça en argent à côté. Parce que 20% des 50 000 euros, c'est 10 000 euros qui va rester à côté. Mais c'est un argent qui sera utilisé pendant les périodes de baisse. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je vais parler des deux côtés. Il n'y a pas que des avantages d'avoir la réserve. Okay? D'abord, on va partir sur un exemple ici. Okay? Je vais boire un peu d'eau, sinon je vais perdre ma voix là. Donc, dans cet exemple, vous avez 7 500 euros investis. On suppose que vous avez 75 sociétés à 100 euros chacune, donc ce qui donne 7 500 euros. Et vous avez 2 500 euros en réserve, donc 25% en réserve. Tout le monde est d'accord? Les marchés baissent maintenant de 30%. Okay? Donc, ça veut dire que chaque action que vous aviez à 100 euros, maintenant, elles sont... pardon, j'ai mis ici 30%, mais c'est 35%. Okay? Donc, je vais changer ici juste pour ne pas mélanger. Déjà, dans votre cerveau. Je vais corriger déjà. OK? Donc là, je vais... Tac, tac. Donc, je vais changer à 35. Parfait.
Donc, vous avez que les marchés ils baissent de 35%. Donc, chaque action coûte maintenant 65 euros. OK? Avec votre réserve, vous pouvez acheter environ 38 actions maintenant. Parce que vous avez des 1500 euros de réserve. Et si vous divisez des 1500 euros par 65 euros que coûte chaque action maintenant, vous pouvez acheter 38 actions. Donc, à nouveau, je vais recommencer. OK? Vous avez 7500 euros. Donc, une centaine d'actions à 75 euros. Et vous avez 25% de réserve à côté, des 1500 euros. Les marchés vont baisser de 35%. Ça veut dire que vos actions de 100 euros vont tomber à 65. Maintenant, comme les marchés les baissé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser la réserve justement pour acheter encore plus d'actions. Donc, avec votre réserve de 2500 euros, vous allez pouvoir acheter 38 actions environ. Parce que si on divise des 1500 euros par 65 euros, ça donne 38 actions que vous pouvez ajouter à votre portefeuille. En investissant la réserve d'opportunité, donc, vous aurez 7 375 euros. C'est les 4 875 parce que les 7 500 ont baissé, ils sont devenus 4 875. Et vous avez les 2 500 que vous allez ajouter. Vous allez transformer la réserve en action. Donc, à ce moment, vous allez investir toute la réserve. Donc, la réserve elle va être investie en bourse et la réserve va venir à 0 euros. Donc, la réserve sera utilisée. Maintenant, vous avez 113 actions, 50% plus d'actions. Donc, c'est la même chose que le cas de quelqu'un qui voit le marché immobilier couler et achète l'appartement du voisin. Donc, pendant la crise, juste avec 25% de réserves, vous arrivez à acheter 50% plus d'actions dans votre portefeuille. Au moment que le marché touchera les points plus hauts d'avant la crise, donc après la récupération du marché, où les actions vont revenir à une centaine d'euros, vous aurez 11 300 euros contre 10 000 que vous avez avant la crise, parce que vous aviez 7 500 investis et des 1 500 en réserve. Maintenant, quand vous aviez investi pendant la crise et les marchés récupèrent jusqu'au point plus haut d'avant, vous avez 11 300 euros. Ça veut dire que vous avez rentabilisé votre portefeuille même si vous êtes dans les mêmes niveaux d'avant la crise. Ça, c'est l'utilisation de la réserve d'opportunité. Un petit pourcentage de réserve, ça permet d'acheter beaucoup d'actifs pendant la baisse du marché. OK? Donc là, on vient de voir un cas positif, un cas où il vaut la peine d'avoir la réserve d'opportunité. Les problèmes, c'est qu'il y a des inconvénients. Il y a un gros inconvénient parfois. Donc, comme j'avais dit, Warren Buffett, il est pour la réserve. Donc, Warren Buffett, il a beaucoup de réserves dans son portefeuille actuellement, depuis les années 2009 en fait. Et Peter Lynch, par exemple, c'est un investisseur célèbre qui est contre la réserve. Okay? Il a l'inconvénient de la réserve. Donc, ça ne veut pas dire que Warren il a tort ou Peter Lynch a tort. C'est juste une question d'opinion. Parce que dans la moyenne, avoir la réserve ou ne pas avoir la réserve, ça va donner la même chose. Quelqu'un qui reste 100% investi tout le temps. Pourquoi? Si les marchés montent pendant longtemps, la réserve perdra de la valeur, comme c'est le cas de 2009 à 2019. Les marchés ne font que monter. Donc, si vous avez 20% de réserve à côté, cette réserve ne va pas rentabiliser. Donc, ça veut dire que vous allez pas rentabiliser la réserve et donc, vous allez rater un peu de rentabilité dans votre portefeuille. Parce que cet argent-là qui est dans la réserve, il pouvait être investi. OK? Donc, par exemple, un investisseur qui a commencé avec 10 000 $ en 2009, en 2020, il avait 25 000 $. S'il était 100% de temps investi. Mais quelqu'un qui a laissé une réserve à côté, il a terminé avec 23 000, 21 000 euros, 21 000 $. Donc, un peu moins. Donc, on dit que la réserve d'opportunité, c'est un peu l'assurance. On paye un peu des frais pour avoir cette assurance. Donc, sur des périodes de longtemps de hausse, la réserve ne va pas rentabiliser. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer la hausse. Et à mon avis, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Par exemple, vous pouvez renforcer vos meilleurs actifs pendant la baisse du marché. Imaginez voir les marchés couler de 30 ou 40% et ne pas avoir un seul euro pour renforcer votre portefeuille ou les actions que vous aimez bien. Les facteurs mentaux, psychologiques, ils jouent beaucoup ici. Et donc, avec la réserve, vous pouvez acheter vos actifs préférés.
Deuxième point, vous n'aurez pas une pression émotionnelle pendant les crises parce que vous savez que vous avez de l'argent à côté. Vous n'avez pas besoin aussi de vendre vos actifs pour acheter des nouveaux actifs que vous êtes intéressés pendant les crises. En supposant que la crise c'est immobilière, peut-être vous allez vendre quelques actifs immobiliers pour acheter des autres secteurs dans les portefeuilles. Si vous avez de l'argent à côté, vous pouvez commencer à acheter des nouveaux actifs sans forcément commencer à vendre très tôt les autres actifs qui sont impactés par les marchés. Donc, de mon point de vue, juste les facteurs émotionnels et les facteurs des décisions qui, avec de l'argent dans la main, vous pouvez commencer à acheter des nouveaux actifs sans toucher déjà votre portefeuille, ça va vous faire prendre des meilleures décisions. Donc, on peut arriver à des conclusions ici. Si le marché est haussier pendant longtemps, peut-être la réserve d'opportunité ne va pas ajouter de la rentabilité. Ça va donner la même rentabilité que quelqu'un qui était 100% du temps investi, ou même celui qui était 100% du temps investi peut gagner quelques pourcents de plus. Okay? Mais si le marché va avoir une crise tous les 6 ou 7 ans, un peu moins de 10 ans, un peu moins de 12 ans, on va pouvoir renforcer sur des bons actifs. On ne va pas avoir la pression émotionnelle parce qu'on sait qu'on a de l'argent à côté qui va être utilisé que pour ça. Et nous, on n'a pas besoin de changer énormément les portefeuilles pendant les crises, car on peut renforcer les actifs qu'on aime bien et aussi on peut acheter de nouveaux actifs qu'on pense qu'ils vont gagner pendant la crise du marché. Donc moi, je suis plutôt dans les points de vue de Warren Buffett, dans ces cas-là, d'avoir un peu de la réserve, mais je comprends très bien les investisseurs qui ne veulent pas avoir de la réserve, parce que je sais la mathématique arrière, je sais comment fonctionne arrière. Donc c'est aussi une stratégie acceptable, parce que mathématiquement, on n'a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre. Mais du point de vue comme un investisseur, je préfère la tranquillité mentale. Et je recommande pour tous mes clients, pour tous les gens dans la formation d'avoir la réserve, parce que je sais que dans la moyenne, la majorité des gens ne sont pas préparés pour passer pendant une crise sans avoir de l'argent pour renforcer. Je sais que la majorité des gens vont être plus tranquilles avec de l'argent à côté. Et c'est pour ça que je recommande la réserve d'opportunité. Mes amis investisseurs, on arrive à la fin du 6e live. Et demain, on a un live par rapport à l'analyse fondamentale d'action. Demain, c'est surtout à ne pas rater si vous voulez connaître quels sont les ratios fondamentaux, quelles sont les données financières des sociétés et comment on choisit les sociétés gagnantes dans la bourse. OK? Donc, demain, formation gratuite pour investir en bourse dans la partie financière. On va attaquer les comptes des résultats, on va parler des marges nettes, on va parler des PR, un ratio que j'ai expliqué précédemment, mais je vais venir avec plus d'exemples. Donc, on verra ça tout en détail demain à 20h. OK? J'ai vu une question ici super intéressante par rapport à quel niveau je commence à utiliser la réserve d'opportunité. J'explique tout ça en détail dans l'insider, mais je vais vous donner quelques astuces. Vous pouvez utiliser par palier. Par exemple, vous avez 10 000 euros investis et vous avez 3 000 euros à côté. Quand les marchés touchent moins 10, vous allez utiliser une partie de la réserve d'opportunité. Si les marchés touchent moins 15, vous allez utiliser une autre partie. À moins 20, une autre partie. À moins 25, une autre partie. Comme ça, vous n'avez pas besoin de deviner jusqu'à où le marché va baisser. Ou vous allez rester, ah non, je pense que le marché va baisser plus. Ah non, le marché va partir en hausse. Agissez pas avec les émotions. Donc, placez dans un Excel ou dans un papier combien de pourcents vous allez investir avec chaque baisse de marché. Le marché a baissé de 10%, donc vous allez utiliser 20% de votre réserve d'opportunité. Les marchés arrivent à moins 15, vous allez utiliser plus 15% de la réserve d'opportunité. Les marchés arrivent à moins 20, vous allez utiliser plus 20% de la réserve d'opportunité. Quand les marchés arriveront à moins 40, c'est fini la réserve d'opportunité. Vous allez juste atteindre les marchés montés. Okay? Dans la théorie, c'est ça, et dans la pratique, ça fonctionne. J'ai fait ça pendant la crise de Covid, les livres de gestion des patrimoines, tous les conseils financiers savent très bien cette stratégie et ça fonctionne super bien. Demande IEP, ça veut dire qu'on rachète rien avant une baisse de 35%? Non, 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 non. Si tu as fait attention par rapport les débuts de la présentation, j'expliquais qu'à moins 20% déjà, on doit agir, soit renforcer, soit accepter la perte. Donc, ça veut dire qu'à moins 10, soit en ETF, ou si les marchés par complet ils baissent, on va commencer à renforcer. Donc, je vais résumer ici pour vous. On suppose que ce n'est pas une action qui baisse.
Quand je parle des réserves d'opportunité, c'est les marchés par complet, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est le monde. La réserve d'opportunité, ce n'est pas pour une société, c'est toujours par rapport au monde. Si vous avez dans le portefeuille une société qui baisse, vous allez étudier cette société qui baisse. Vous n'allez pas utiliser la réserve d'opportunité pour acheter tous les portefeuilles, ça n'a pas de sens. Donc, la réserve d'opportunité, c'est pour les grosses baisses de marché. Par exemple, le marché français, il est arrivé à moins 20%. À mon avis, quelqu'un qui a un portefeuille où la majorité des sociétés sont françaises, c'est le moment de renforcer votre portefeuille. À moins 10, à moins 15, un peu plus, et à moins 20 aussi. Schneider, Legrand, Louis Vuitton, Kering, Amundi, Euronext, plein de bonnes sociétés ont baissé. Donc, à mon avis, quand ils ont baissé de 10, 15 ou 20%, c'était le moment d'utiliser la réserve d'opportunité pour acheter ces sociétés-là ou renforcer vos bonnes sociétés dans les portefeuilles. Une autre situation, c'est quand le marché n'a pas baissé, le marché il est normal, il est plat ou il est haussier, et une ou deux sociétés de votre portefeuille vont baisser. Là, vous allez étudier votre société. Qu'est-ce qui se passe avec la société? Est-ce qu'il vaut la peine de les renforcer ou je dois accepter la perte? Donc, la stratégie est différente quand on a la baisse généralisée de marché et quand on a une baisse d'une action dans les portefeuilles. La réserve d'opportunité, c'est pour la baisse du marché, la baisse complète du portefeuille. Les managements de portefeuille ponctuels, c'est sur la baisse de une ou des sociétés dans les portefeuilles. Je pense que maintenant, c'est plus clair, non? Est-ce que vous avez bien compris la différence maintenant? Dites-moi ici. Je vais changer la caméra. Est-ce que vous avez bien compris le concept? C'est bon? Voilà, Benjamin vient de résumer pour vous ici un bon conseil d'utilisation de la réserve. Faites une capture d'écran ou copiez ça. Si le marché baisse de 15, vous allez utiliser 20% de la réserve d'opportunité. Si le marché baisse de 20%, de 20 à 25%, utilisez 12,5% de la réserve d'opportunité, jusqu'à arriver à moins 45 ou moins 40%. Il n'y a pas de règles bien fixes par rapport aux valeurs des pourcentages, donc ce n'est pas exactement telle valeur, mais c'est une bonne moyenne, ce qu'il a donné comme exemple ici. Quel est ton support préféré pour investir sur les obligations? Mon support préféré, c'est les gouvernements brésiliens. Donc, c'est une des seules opportunités une des seules qualités d'être brésilien dans le monde, c'est que les obligations brésiliennes sont très bonnes. Les rentabilités, c'est de 12-13%. Donc, net d'inflation, ça donne 6 ou 7 garantis par l'État. Mais avec l'argent qui est investi en euros, ce que j'ai fait pour les obligations, c'est que j'achète des obligations sur les comptes titres, donc les iShares 20 années sur les États-Unis, donc les obligations des 20 ans sur les marchés américains. La moyenne d'inflation mondiale, donc il y a des ETF qui vont suivre l'inflation mondiale, c'est intéressant aussi d'acheter. Il y a aussi les TLT. Vous allez chercher, c'est les codes d'une obligation super intéressante à garder. C'est les TLT. Il va suivre les obligations des 20 ans sur les marchés américains. La rentabilité annualisée des long termes, c'est entre 3 et 4%. C'est pas ouf, mais comme j'avais dit, c'est pour vraiment avoir une partie à côté pour utiliser au moment opportun pour acheter encore plus d'actions. Très bien, Benjamin. Les chanceux, ils vont faire un print screen ou vont copier maintenant. Les autres vont oublier. Très bien, merci de partager avec les collègues. Pour la réserve, conceito plutôt des ETF obligations ou un fonds euro en assurance vie? Je vais partir du principe que tu as un bon montant investi dans la bourse. Parce que, comme j'avais dit, si tu as un petit montant, on ne va pas aller sur les obligations si tôt parce qu'il ne vaut pas la peine à cause des impôts et le management des portefeuilles. En partant du principe donc, que tu as plus de 40 ou 50 000 dans la bourse, que c'est le cas de beaucoup de gens qui voient ici, il y a quelques insiders que je vois ici, dans ces cas, je préfère plutôt des ETF à obligations. Les fonds euros rapportent vraiment rien. Et s'il faut suivre les obligations mondiales et
américaines, jamais des obligations européennes. Je ne dis pas jamais, mais avec moins de poids. Les obligations européennes sont horribles. La rentabilité, c'est de 1, 1,5%, 2%. Aux États-Unis, on arrive à trouver des obligations à 3,5%, 4%. Et dans la moyenne de l'inflation mondiale, 3 à 4% aussi. Donc les fonds euros, c'est vraiment de l'argent qui reste à côté. C'est comme un argent oublié dans les comptes courants. Ça rentabilise presque rien. Donc 0,5%, 1%, ce n'est pas des rentabilités. L'inflation est plus élevée que ça. S'il faut avoir de l'argent côté qui ne rentabilise même pas l'inflation, je préfère avoir au moins dans mon compte bancaire. Au moins c'est liquide et je peux avoir accès quand je veux. Dans les fonds euros, ils ne rentabilisent rien et ils restent clôturés dans l'assurance vie. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir sur le pétrole? Oubliez les matières premières si vous n'avez même pas une expérience élevée sur la bourse, sur les actions, sur les ratios fondamentaux. Les matières premières ont des cycles. Si vous cherchez sur Google, je ne vais même pas montrer ici, parce que vous pouvez aller sur Google et chercher pétrole sur les longs termes, matières premières sur les longs termes. Vous allez voir des graphiques qui font comme ça. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Parce que les matières premières ont des cycles. Les cycles des hausses, les cycles des baisses. Pour ceux qui maîtrisent ces cycles, évidemment qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Et ceux qui achètent dans les cycles en baisse pour après gagner, ils vont gagner de l'argent. Mais ce n'est pas un investissement pour garder sur les longs termes. C'est un investissement des moyens court terme. Donc de quelques mois à quelques petites années, comme 2-3 ans. Donc pour la majorité des gens, les pétroles, surtout les ETF à pétrole, ne sont pas intéressantes. D'abord, si vous n'arrivez pas à battre les marchés ou faire la même rentabilité que les marchés d'actions, vous ne devez pas toucher les matières premières. Ça, c'est mon opinion. Quelqu'un d'autre peut donner une autre opinion, mais Michael Ravaneda, ça, c'est mon opinion. Si vous ne maîtrisez pas à fond déjà les actions, les matières premières, c'est un nouveau obstacle. C'est un niveau numéro 2 déjà. Donc, commencez pas déjà avec quelque chose que vous ne maîtrisez pas, les cycles de marché ou la macroéconomie. Ça, c'est mon conseil. Pascal pose la question la plus polémique possible. Et dans l'or, je n'aime pas l'or et je vais vous montrer pourquoi. Parce que si j'ai dit juste comme ça, vous allez penser putain, il dit qu'il est contre le pétrole, il pense aussi qu'il est contre l'or, mais pourquoi? Je vais montrer un graphique, juste une petite seconde. Un graphique où on peut voir la rentabilité de l'or depuis très longtemps. Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Je vais partager mon écran avec vous. Donc ici, vous avez juste ci-dessus ma tête. Vous avez les cours de l'or depuis 75. Et l'histoire que l'or il est bon pour protéger contre l'inflation ou bon pour protéger contre les crises de marché, c'est faux. Vous avez dans les graphiques que quelqu'un qui achetait de l'or dans les années 80, 79 ou 80, jusqu'à 2005, cette personne n'a pas récupéré l'argent. Donc 25 ans sans récupérer l'argent. Ensuite, dans les années 2000, l'or a monté énormément, donc c'était un bon investissement. Ensuite, entre 2010 et 2020, l'or a fait que baisser et actuellement, il est dans les niveaux plus hauts à nouveau. Il n'y a aucune chose, aucune étude, aucune relation macroéconomique qui montre que l'or, c'est un bon investissement pour les longs termes. Parce que sur plusieurs crises, il n'a pas protégé l'actionnaire, il n'a pas protégé l'investisseur. C'était le cas entre les années 80 à 2005. Donc, actuellement, l'effet que l'or a eu une hausse importante, ça ne veut pas dire que dans les prochaines crises, il va y avoir une hausse importante. Parce que pendant plusieurs crises entre les années 80 et les années 2002-2003, l'or n'a pas protégé. Et pourquoi je n'aime pas placer tout dans l'or, placer des investissements sur l'or, c'est parce que l'or est la matière première, il ne génère pas de la richesse. Quand j'investis sur Louis Vuitton, je sais qu'elle est en train de produire un produit, un service. Sur Air Liquide, elle vend un produit, un service. Elle va vendre ces produits à quelqu'un qui va payer une certaine marge, il y aura de l'argent qui va tomber. Je sais prévoir combien d'argent il va avoir dans la poche de la société l'année prochaine sur l'or.
il est juste une matière et donc il ne génère pas de la richesse, il ne génère pas de la trésorerie. C'est pour ça que je ne recommande pas avec un grand poids dans les portefeuilles. Mais pour faire un équilibre, si vous voulez par exemple un portefeuille Wow Ether des Ray Dalio qui recommande d'avoir 5-10% de l'or dans les portefeuilles, je ne suis pas contre. C'est juste que ça ne fait pas partie de ma méthode d'investissement. Placer beaucoup des poids sur l'or. Je possède 0 poids. Ceux qui veulent placer dedans, je recommande des 5 à 10% maximum. Mais pour moi, plus que 10% sur l'or, ça devient déjà de la connerie financière. Désolé de parler comme ça, mais pour moi, plus de 10 ou 15% sur l'or, c'est exagéré. C'est vraiment exagéré. Sauf si vous êtes millionnaire et vous avez bien peur de marché, vous avez bien peur de toutes les crises. Quand même, dans ces cas, si vous avez tellement d'or, je ne sais pas s'il y aura vraiment une crise financière dans les marchés, si cette quantité d'or sera utile, si vous allez arriver à changer cette quantité pour une autre devise ou quelle que soit l'autre chose. Ça mérite un live par rapport à l'or, non? 1 heure qui est en train de discuter par rapport aux matières premières. Je pense que je vais réfléchir à ça. Après les dollars master, je ferai ça. Jérôme, salut Michael, j'ai 6 000 euros à investir maintenant. Tu conseilles d'acheter une partie des actions que tu nous présentes à ce moment ou d'acheter une action Amazon et une action Google ou encore des SP500? Jérôme, d'abord, tu dois investir sur des choses que tu sois à l'aise avec. Si tu es à l'aise avec les sociétés que je présente, tu peux acheter un peu. Mais comme tu fais une question avec plusieurs possibilités, peut-être aucune de ces possibilités tombe mieux pour toi. Donc, un mélange de ces possibilités, c'est la meilleure option. Donc, tu peux acheter les sociétés que je vais montrer, celles qui étaient plus intéressées, et faire un mélange de ça avec les SP500. Donc, tu ne tombes pas dans les pires des cas. Comme ça, tu vas voir quelques sociétés qui peuvent fonctionner super bien, les autres peut-être moins bien, et tu peux voir quand même la moyenne de marché avec les SP500 qui a eu une baisse importante récemment. Donc, ça peut être un moment d'acheter un petit peu aussi. Donc, je recommanderais plutôt un mélange de ça pour toi. OK? Mathieu, les ETF russes, comme ça baissé, c'est le moment d'investir. La question que je te pose est-ce que tu étais intéressé sur les actions russes, sur les marchés russes, avant la baisse? Peut-être tu ne pensais pas à ce marché-là, non? Et donc, du coup, tu penses maintenant juste parce que ça a baissé. La baisse, c'est jamais une bonne raison pour acheter une action. La baisse, c'est une opportunité pour acheter une belle action ou un bon actif. Juste la baisse pour la baisse, ce n'est pas un bon choix. Moi, je ne placerai pas mon argent dans un pays qui est dans la moitié d'un conflit, dans un pays qui peut nationaliser toutes les sociétés. À mon avis, ce n'est pas les meilleurs investissements. OK? Mes amis investisseurs, merci pour être ici un dimanche soir. Je vous félicite pour tout le monde qui est ici en train d'apprendre, en train de discuter avec les collègues. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne YouTube à diffuser, à propager, à montrer cette vidéo à des autres personnes. Donc, liker la vidéo, n'oubliez pas ça, ça aide beaucoup. Demain à 20h, on est ici avec l'analyse fondamentale d'action. Donc, on va parler des ratios financiers. Je vais partager les fichiers des réserves d'opportunités dans les groupes Telegram et dans les groupes WhatsApp dans 3 minutes. Donc, entrez dans les groupes maintenant pour ne pas rater les informations et les liens des lives aussi. Ça marche? On se voit demain à 20h, mes amis. À plus. Profitez bien les restes du week-end. Et bon début de semaine pour tout le monde. À plus.